Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous parler du gaslighting. Gaslight est le nom d'un film sorti dans les années 40. Ce film raconte comment un homme s'y est pris pour tenter de faire passer sa femme pour malade mentale. Grâce à ce film, on peut étudier et analyser au moins des aspects du mode opératoire de la manipulation perverse. Car jusque-là, il était difficile d'expliquer comment la manipulation s'exerçait. Alors justement, le concept de gaslighting constitue une piste intéressante. Il s'agit d'une sorte de lavage de cerveau, suivi d'un conditionnement, on pourrait aussi dire retournement du cerveau pour imager les choses. Grâce aux nouvelles études en psychologie après la sortie de ce film, on a pu avancer et enfin mettre un mot sur cette forme d'abus mental, si difficile à décrire. L'abus mental. Le concept d'abus mental permet de faire reconnaître le harcèlement par un pervers narcissique par exemple, et la manipulation, comme des abus. Jusque-là, ces phénomènes sont encore minimisés, voire considérés comme inexistants, sauf dans l'imagination de personnes un peu parano qui psychotaient. Dans le meilleur des cas, ces violences psychologiques apparaissent comme normales, parce que banalisées. En faisant apparaître le harcèlement et la manipulation comme des abus mentaux, on a enfin un cadrage avec une limite entre ce qui tient du normal et ce qui relève de l'abus. Alors qu'est-ce que le décervelage ou gaslighting? C'est un processus mental manipulatoire qui abolit progressivement les critères de jugement d'une personne. Il y a d'abord un traitement de l'information par le manipulateur avant de la présenter à sa proie. L'information y est déformée, présentée sous un autre angle, omise ou partielle, sélectionnée, mais aussi faussée, déformée. Le but est de faire douter l'autre de sa perception des choses, de sa mémoire et enfin de sa santé mentale. En gros, de lui faire croire qu'il devient malade, souvent malade mental. Comment les critères de jugement d'une personne peuvent-ils être orientés? Je m'arrête ici un moment pour expliquer que cette sorte de lavage de cerveau ne marche pas avec tout le monde. Ce sont surtout les personnes empathiques qui en font les frais. J'expliquerai cette attirance entre les manipulateurs pervers et les personnes empathiques dans une autre vidéo. Ainsi, comment une personne peut-elle voir orienter ses critères de jugement? Quel est le processus? Ce processus ou mode opératoire tient en 3 étapes. 1. Introduire le doute. 2. Démolir l'autre, sa confiance en lui, son estime, sa personnalité, son intériorité, bref, tout ce qu'il est. 3. Convaincre l'autre qu'il a un problème mental ou relationnel et le faire savoir. 4. L'amener à se détruire lui-même tout en tirant les ficelles. 1. La mise en doute. Le premier levier activé dans la manipulation est donc le doute. Le doute est introduit dans la perception de la réalité et dans le souvenir, c'est-à-dire que le manipulateur pervers va faire douter sa proie de ce qu'elle perçoit par ses sens physiques. Tu as mal vu, tu as mal entendu, tu as mal compris, je ne dis pas cela, ou bien non, elle n'a pas dit cela du tout, je le sais, j'étais là. Une personne empathique prendra automatiquement en compte toute remarque qui pourrait remettre en question sa perception ou sa compréhension des choses. Surtout si l'autre est sûr de lui, et plus encore, bien sûr, si l'entourage approuve, ou bien reste dubitatif, ne fermant pas la porte au dire du manipulateur pervers. Le doute s'introduit dans le psychisme de toute personne empathique parce qu'elle est apte à se remettre en question, et qu'elle a besoin de comprendre les choses. En effet, que se passe-t-il alors? Le manipulateur pervers présente une autre version de ce que l'empathique a perçu. Cette version est contraire à ce qu'elle en a compris. C'est pourquoi comprendre devient alors pour celui qui a besoin d'un ancrage dans le sens, si important. Ce besoin de comprendre, de confronter les dires du manipulateur pervers avec ses perceptions, et d'interroger d'autres personnes pour essayer de comprendre, prend beaucoup de temps et d'énergie.
Au final, la personne empathique finit par croire le manipulateur pervers pour la simple raison qu'elle ne voit pas pourquoi il aurait menti. Pourquoi est-ce que cela marche? Parce que la personne empathique ne comprend pas l'intérêt de faire du mal et de tromper pour le plaisir, sans mobile évident. Elle a une croyance dans l'humanité de l'être humain. Si enfin, elle parvient à admettre la malveillance de l'autre, elle n'arrive pas à comprendre le pourquoi de la perversion et du mal, et cette non-compréhension la pousse à trouver plus plausible ce que l'autre lui dit et à douter de ses propres perceptions. Surtout que le manipulateur pervers, lui, n'a aucun doute. Du moins, il se présente comme tel. Il n'y a que lui qui est dans le vrai et l'autre, l'empathique, ne peut qu'avoir tort. Tant de certitude impressionne la personne empathique. C'est la deuxième raison pour laquelle elle préfère se conformer à la perception du manipulateur pervers. Or, justement, comme elle le fait sans être convaincue vraiment, et en se demandant si elle se fait avoir ou non, et qu'elle est en colère contre son impuissance à lui répondre, la proie du manipulateur pervers, souvent une personne empathique, fait un premier pas vers la dévalorisation de soi. Elle commence alors à se trouver faible et à ne plus faire confiance à ses sens et à ses ressentis. Deuxième levier. La mise en doute de la mémoire de l'autre. Le doute concernant la mémoire est aussi un autre levier qu'utilise le manipulateur pervers dans le mode opératoire du gaslighting, des serveurs-lâge ou détournement cognitif. Tu perds la mémoire. Le manipulateur pervers l'accuse de perdre la mémoire pour justifier qu'il n'aurait jamais dit telle chose ou bien au contraire, qu'il avait bien demandé telle chose mais que c'est elle qui a oublié. Et elle ne sait plus si elle doit s'en tenir à ce dont elle se rappelle ou bien si elle doit croire celui qui lui dit que les choses se sont passées autrement. À force, elle ne sait même plus ce qu'elle a fait, ce qu'elle a vécu, si cela s'est passé ou pas, tellement l'autre, c'est-à-dire le manipulateur pervers, lui aura lavé le cerveau. Elle peut même ensuite avoir de faux souvenirs et penser réellement avoir fait ou dit telle ou telle chose si elle est dans un contexte de confusion suffisante pour embrouiller son esprit. Troisième levier. La confusion mentale émotionnelle. Manipulateur embrouille ses émotions de manière répétée. 2. L'attaque de l'identité de l'autre. Grâce à la brèche du doute instillée par petites touches répétées, la confiance en soi de la proie est sérieusement ébranlée. Surtout si l'entourage est fasciné par le manipulateur pervers et prend la proie comme bouc émissaire, ou la disqualifie, voire qu'elle se disqualifie toute seule. Par le biais de cette brèche, laissant ouverte la porte d'accès au psychisme de l'autre, souvent, un empathique, le manipulateur pervers, instillera cette fois une certitude. Celle de l'insuffisance. C'est ainsi que sur une base où tout est remis en question, ou peut l'être, il peut alors définir lui-même sa proie. Bien sûr, il la redéfinira par le prisme de la dévalorisation, de l'incapacité, de la dysfonction, de la normalité, de la pathologie. Bref, la proie. Devenue victime à force de se voir traitée comme une incapable, une imbécile, anormale, folle, etc., finira par croire qu'elle est incapable, imbécile, folle, et à douter de sa santé mentale. Tout de l'identité de la proie est alors attaqué. Ses qualités sont revisitées et interprétées comme des défauts. La référence étant le manipulateur pervers, comme s'il était omniscient et qu'il savait mieux que quiconque ce qui est le mieux. Tu es trop sensible. Tu t'emportes trop vite. Tu prends tout à cœur. L'accusation d'une perte fonctionnelle, en tout premier lieu, la mémoire, liée au mépris exprimé par des non-dits, c'est-à-dire des expressions faciales, des signes d'agacement, etc. Met la proie sous tension. Le manipulateur pervers manipule ainsi ses perceptions, sa pensée, il la paralyse et l'oriente pour qu'elle adopte son raisonnement. Il manipule aussi des émotions en maniant les leviers de la peur et de la culpabilisation. Si elle est en contact trop souvent avec cette relation toxique, la proie du manipulateur pervers risque de craquer. Ce qui fera dire au manipulateur pervers qu'elle est décidément trop sensible.
On le voit, la proie, par le décervelage, en vient à intérioriser la pensée du manipulateur pervers. Pour elle, tout est de sa faute. Elle se disqualifie d'elle-même. Finalement, elle va peut-être venir à en perdre la mémoire, effectivement, perdre les pédales ou péter un plomb, du fait que le manipulateur pervers fait tout pour que ce soit le cas. Mais il s'agit bien d'une conséquence de l'acte malveillant du manipulateur. De ce qui lui fait subir en l'interrogeant sans arrêt ou en la faisant douter et en jouant avec ses émotions et sur la peur, il ne s'agit pas de la cause. Voyez comment le manipulateur pervers embrouille littéralement l'esprit de sa proie. Ainsi manipulée, elle ne sait plus réellement où est la réalité. « 3. La pédagogie noire. C'est pour ton bien. » Enfin, après avoir réussi à faire douter sa proie, à en avoir fait une victime en se disqualifiant d'elle-même, et en la redéfinissant comme une incapable, le manipulateur peut alors se faire passer pour le docteur qui peut aider l'autre, généralement un empathique. Il s'agit de la partie particulièrement perverse qui consiste, après avoir provoqué une insuffisance ou inventé et persuadé l'autre qu'il est insuffisant, voire qu'il a certainement un problème, sous-entendu mental, à lui proposer une aide et un soutien. C'est par exemple le manipulateur pervers qui veut se faire le psy de sa victime. Raconte-moi, j'interprète tout et je te guide. C'est le cas aussi d'un manipulateur pervers qui aura créé de toutes pièces une situation où la victime sera devenue la bouc émissaire d'un service par exemple, dans le monde du travail, et qui lui proposera sa protection. C'est enfin le cas d'un mari violent qui aura réussi à faire croire à sa femme qu'il est violent à cause d'elle, et qui fera courir le bruit que sa femme est psychologiquement fragile, voire folle. Si l'on examine le processus du départ, on voit que le décervelage ou gaslighting a consisté 1. Sur le plan de l'événement, à retourner une situation. L'agresseur est victime et la victime se sent coupable. Il a provoqué un retournement de cerveau d'une personne, souvent empathique, afin qu'elle se sente coupable et responsable de la situation, le fait de perdre la mémoire soi-disant, ou d'être devenu bouc émissaire par exemple, ou encore d'être battu. « 2. Sur le plan psychique. À détruire le psychisme d'une personne, son organisation, sa cohérence, son originalité, c'est-à-dire tout ce qu'elle est, et à provoquer un épisode dépressif, voire un suicide. La victime a honte de ce qu'elle est. Elle se sent coupable de tout ce qui va mal. Elle vit dans l'hypervigilance et n'a plus de spontanéité. La joie a disparu ou se vit de manière coupable, comme si elle n'était pas méritée. 3. Sur le plan relationnel. À instaurer un phénomène d'emprise et de dépendance affective à l'autre. Elle ne se vit plus sur un mode égalitaire, mais sur une recherche de protection, voire de soumission, par peur des relations. La victime en vient à avoir peur des autres. Son système de fonctionnement face aux autres est déformé. Ainsi, ce concept de décervelage ou détournement cognitif, ou gaslighting, nous permet de comprendre comment la perversion narcissique opère. Il permet de comprendre comment l'emprise s'infiltre entre leviers affectifs, émotionnels et cognitifs, par le doute, jusqu'à l'effondrement de soi. C'est lorsque l'autre s'effondre que la perversion devient alors apparente. Simuler l'inquiétude, l'aide et le soutien tout en orientant l'autre vers sa perte et la soumission à son bon vouloir, est d'une extrême perversion. C'est lorsque la victime ne lui permet plus aucune jouissance qu'il l'abandonne. Soit parce qu'elle s'est suicidée, ce qui l'aura induit, bien sûr sous couvert d'aide. Soit parce qu'elle sera psychiquement morte et donc ne lui offrira plus aucun jeu. C'est-à-dire qu'elle n'aurait plus l'énergie de résister à ses attaques, soit qu'elle ne l'admirera plus assez. Ces choses qui la rendraient intéressante à ses yeux. En effet, au stade où il propose son aide, la victime l'admire et a besoin de lui, ce qui lui procure une satisfaction narcissique et sadique.
Cette forme d'abus mental est extrêmement dangereuse car il s'agit d'un contrôle du fonctionnement mental, psycho-affectif d'une personne, l'abuseur, sur une victime. L'influence va donc beaucoup plus loin que l'emprise. Il s'agit d'un véritable conditionnement mental, affectif et émotionnel. Les conséquences sur la victime sont graves. Cela peut aller jusqu'au suicide. Voici terminé cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à nous faire partager vos expériences et commentaires et d'activer la cloche pour être prévenu des nouvelles mises en ligne de vidéos. À bientôt pour une prochaine.